Bienvenue sur Gabon 24 et ses réseaux sociaux. Cette semaine, nous allons comprendre pourquoi et comment la crise soudanaise s'enlise, pourquoi et comment les partis radicaux sont parvenus à marcher sur le toit de l'Europe à l'issue des élections européennes. Enfin, dernier sujet, nous verrons ce qu'il en est désormais de la crise vénézuélienne. Tout ceci dans votre émission Ici l'Afrique. Je reçois pour vous Dr Arcel Moreau, politologue, et Brice Eyinga, analyste économique. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission qui démarre par le Soudan, un mouvement de protestation, vous le savez, de plusieurs jours déjà. Le MAS a été lancé pour 2 jours au Soudan et c'est à l'appel de l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, qui exige l'instauration d'un gouvernement civil ainsi que le départ des militaires au pouvoir depuis le 11 avril dernier après la chute du président Omar el-Béchir. C'est un mouvement de protestation qui divise déjà les différents mouvements sur place. Voyez ce reportage. Alliés de l'ancien président Omar el-Béchir, les islamistes étaient restés jusque-là discrets depuis le début du soulèvement en décembre dernier. Mais désormais, ils ont décidé de soutenir de plus en plus explicitement l'armée au pouvoir et la loi sur la charia, la loi islamique actuellement en vigueur mais ne figurant pas dans l'agenda politique du mouvement de contestation. Nous confirmons notre soutien au Conseil militaire et nous le soutenons, ainsi que ses politiques pour amener la loi de Dieu. Nous soutenons le Conseil militaire parce qu'il est le garant de la vie des Soudanais, de l'État soudanais, de l'État de droit. Cette manifestation intervient dans un contexte de multiplication de mise en garde du Conseil militaire vis-à-vis du mouvement de contestation. Dans une conférence de presse retransmise à la télévision nationale jeudi, l'armée a parlé de menaces sur la sécurité et la paix publique, promettant d'agir avec détermination face à cette situation. Et l'ALC ou le Conseil militaire pour décider de la forme du futur Conseil souverain. Les deux parties s'opposent et c'est un mouvement qui divise plusieurs groupes de contestation au Soudan. C'est une partie, pourrait-on dire, à l'issue incertaine qui se joue en ce moment au Soudan. On peut le penser, docteur Moreau. Non, je ne pense pas qu'on peut parler d'une partie à l'issue incertaine. Vous savez que les processus de transition politique ne sont pas linéaires. Ce ne sont pas des processus qui peuvent partir d'un point de contestation jusqu'à l'aboutissement sans qu'il n'y ait un autre moment de résistance, de moment de remise en cause. Je crois que le processus, si l'on analyse depuis les 1 mois et demi de la chute du président Omar el-Béchir, je crois que dans l'ensemble, le processus évolue de manière plus ou moins favorable, notamment pour le camp des civils, des partis politiques de l'association. Mais il ne reste pas moins que ce sont les militaires qui bloquent la machine de la révolution jusque-là. Je ne pense pas que les militaires... on peut dire que les militaires bloquent certains points de la réforme, mais je crois qu'il ne faut pas oublier le rôle que cette armée a joué de manière décisive pour faire admettre à l'entourage du président Omar el-Béchir l'exigence de partir. Je crois que c'est cette garantie, c'est ce rôle de garantie-là, de garde-fou, que l'armée continue de vouloir jouer en montrant la nécessité de rester toujours quelque part dans ce processus-là. Je crois que c'est essentiellement ce que l'armée veut. En revanche, effectivement, le risque, c'est que derrière le terme armée se trouvent quand même certains visages de personnalités proches de l'ancien régime dont la rue ne veut pas, en raison notamment de cette possibilité, de ce risque pour eux, de maintenir certains pesanteurs, certains styles de gestion qui ont été décriés sous l'ancien régime. Alors, Brice Eyinga, fort de ce que Dr Moreau vient de dire à l'instant même, est-ce qu'il faut jeter le bébé à l'eau du bain si l'on tient compte que tout semble bien se passer entre militaires et civils depuis que Omar el-Béchir a quitté le pouvoir? L'ALC, l'Alliance des professionnels soudanais, a menacé de déloger les militaires par la voie de la contestation. Est-ce que vous pensez que c'est encore le moment? Est-ce que l'ALC en a même les moyens? Alors, ça fait plusieurs questions en une seule. Alors, je pense qu'au fait, au regard du contexte tel qu'il est là aujourd'hui, le docteur Moreau a bien fait de souligner, il y a un contexte qui est tel que, lorsque vous prenez au niveau de la sous-région, il y a des défis sécuritaires importants, il y a aussi des systèmes qui sont des systèmes militaires, notamment le voisin égyptien, qui n'a pas intérêt à ce qu'au sein du Soudan, il y ait un gouvernement qui soit autre qu'un gouvernement militaire. Si un gouvernement civil, cela pourrait être quand même une menace pour lui aussi, étant donné que la population égyptienne pourrait effectivement aussi voir en cela une source d'inspiration. Pour le Soudan, je crois que ce qui serait bien, c'est de se rendre à l'évidence qu'après tant d'efforts et après tant de combats, il faudrait se résoudre à ce que
pour le moment, la société elle est fragile et que si on veut faire quelque chose qui soit pérenne, l'armée est mieux qualifiée que quiconque pour le moment pour gérer le Soudan, quitte à mettre en place de façon consensuelle des mécanismes qui permettent à cette armée-là de ne pas replonger dans ce qui les a tenus par le passé. Et ça, je crois que c'est l'essentiel pour la société soudanaise aujourd'hui. Lorsqu'on a dit tout ceci, quel bilan peut-on faire? Un bilan d'étape des négociations qui semblent plutôt heurtées aujourd'hui entre civils et militaires? Alors, nous voyons là quand même une démarche assez à rebours, parce que d'un coup, on semble avancer, après les choses, d'un autre coup, on a l'impression que rien n'avance. Mais quoi qu'il en soit, je pense que depuis quelque temps, le fil du dialogue a été renoué avec des acteurs aussi importants désormais qui se sont invités, notamment la communauté internationale qui, depuis le début du mouvement, s'était mise un peu à l'écart pour éviter ces accusations perpétuelles du fait des ingérences et qui, de plus en plus, ne fait que sortir sa voix pour demander au Soudan vraiment de s'accorder sur quelque chose qui soit dans l'intérêt du peuple soudanais. Je crois que là, aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui, ma foi, est en train peut-être d'aller vers un dénouement heureux, même s'il faut regretter les quelques morts qu'il y a eu il y a de cela quelques jours. Voilà, on aurait pu avoir dans cette émission Rachid Saïd Yacoub, il est le porte-parole de l'Association des professionnels soudanais en Europe. Peut-être qu'avant la fin de ce sujet, on pourrait l'avoir, mais le temps de faire encore un petit détour ici sur le plateau. Docteur Moreau, les soutiens des militaires au Soudan semblent être jusqu'ici l'Égypte et les Émirats. Voyez-vous ces deux pays en train de soutenir vraiment la cause de la démocratie chez leurs alliés? Non, je crois que tout à l'heure, mon collègue a donné quelques ébauches en parlant notamment de ce que pour un pays, notamment comme l'Algérie, d'avoir un voisin avec qui ils s'entendent plus, parce que ce sont des régimes entre guillemets militaires, mais qui sont surtout confrontés à certaines logiques qui sont très sous-régionales. Vous savez, lorsque l'on est loin, par exemple au Gabon ou en Afrique centrale, on a du mal à comprendre le contexte politique, géopolitique et sécuritaire pour des pays tels que le Soudan, tels que l'Égypte, etc. Donc ces pays, en même temps aussi, vous savez que derrière aussi, il y a des enjeux qui sont très politiques liés à ces sociétés, tels que la question de la charia qui est en train de s'inviter dans le débat alors qu'elle n'était jusque-là pas du tout. Et les islamistes qui se sont montrés jusque-là très discrets s'invitent déjà dans la danse en soutenant les militaires. Pour la question des islamistes qui s'invitent, vous savez, il faut faire très attention à cette affaire-là parce que je vois plutôt une forme d'instrumentalisation de l'émergence des mouvements islamistes. Vous savez, le parti Oumma qui fait défection, qui a refusé de s'aligner avec l'Alliance pour le changement et la liberté dans le cadre du mouvement qu'ils ont lancé de grève générale, c'est un parti islamiste. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de concordance entre le moment où ce parti décide de ne pas rentrer en grève, de ne pas appeler aussi à la grève générale, comme l'a demandé l'ensemble des partis membres de la coalition qui demandent la fin du régime d'Omar el-Béchir, et curieusement la sortie dans la rue de centaines, voire des milliers de manifestants islamistes appelant au soutien de l'armée. Les raisons sont tout à fait claires. Donc je pense que ce que l'armée se joue aujourd'hui, c'est d'essayer un peu de diviser, d'attirer un peu, de jouer sur ces points de divergence entre les différents membres. Et l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est la question religieuse. Si l'armée réussit à extirper ou à s'aimer la division au sein de la coalition de l'opposition autour de la question de la religion, je crois que cela va davantage affaiblir la dynamique de contestation. Donc l'émergence des mouvements islamistes, de la population islamiste qui sort en masse pour soutenir l'armée, c'est parce que d'un côté, les islamistes ont intérêt à ce que la charia ne soit pas touchée, parce que le mouvement de revendication démocratique actuel risque de produire dans les mois ou les années qui vont suivre des réformes sociales qui vont remettre en cause la loi islamique. Et donc, comme ce risque-là est prévu, donc les mouvements islamistes aujourd'hui montent au créneau pour dire nous préférons dans ce cas soutenir l'armée pour nous maintenir la charia. Oui. Et là, le débat risque complètement de prendre une issue jusque-là qui n'était pas du tout prévisible. Voilà, justement, et dans cette confusion d'événements, est-ce que le triomphe de la révolution au Soudan ne va pas se caler sur le seul départ de Béchir, ou alors faut-il s'attendre à autre chose? Bien visiblement, je pense que le seul véritable gain en ce qui concerne les objectifs que les Soudanais se sont fixés, disons le peuple s'est fixé, c'est je crois le départ de Béchir. Je ne pense pas qu'au-delà du départ de Béchir puisse y avoir quelque chose d'autre qui puisse changer. Maintenant, pour revenir sur ce que ça prouve aussi que quelque part les contestataires d'aujourd'hui n'avaient pas bien préparé l'après-Béchir.
Certainement, oui. Oui, Elle était mais- mal gérée. Oui, ben, je pense que c'était un mouvement spontané. Ce mouvement-là n'a pas... Et nous avons vu au début du mouvement au niveau de la structuration, c'était un mouvement qui au début n'était pas structuré, mais qui s'est structuré au fur et à mesure de l'évolution. Parce que c'était comme en Algérie. Et donc c'est des mouvements spontanés qui n'avaient pas une conscience première qui avait été, par exemple, conçue à l'avance. Maintenant, pour revenir sur ce que disait le docteur par rapport aux islamistes, je voudrais bien me demander si cette action des islamistes est une action volontaire ou n'y a-t-il pas eu un arrangement avec les militaires et dans ce cas, quels sont, bien sûr, oui, quelles sont les contreparties Vraiment, quelles seraient les contreparties de cet arrangement? Alors donc, vous voulez dire que les militaires viennent de trouver là un nouvel allié Bien entendu. qui puisse les permettre de se maintenir à la tête du Soudan jusqu'à l'organisation des élections, peut-être voire même après les élections. Bien entendu. Vous savez, je crois que c'est un peu ce qu'on peut appeler ici dans cette crise soudanaise l'epsilon, parce qu'il ne faut pas voir cela comme un simple effet conjoncturel lié à la grève générale qui a été lancée. Je crois que cette question de la charia qui vient de faire irruption dans la crise va déterminer dès maintenant l'agenda, le débat et même la capacité de mobilisation que l'opposition avait jusque-là aujourd'hui. Elle risque d'être entamée de 10, 20 ou 30% parce qu'on risque de tomber à partir de la semaine qui va venir vers des contre-mobilisations d'un côté qui seront plus nombreuses pour soutenir cette armée au nom d'un modèle social traditionnel et ce qui va radicaliser, voire nationaliser et populariser davantage le débat pour dire les mouvements qui sont pro-démocratiques actuels sont en réalité en train de faire le jeu des puissances libérales et démocratiques occidentales comme les États-Unis et les autres. Abat Omar El-Béchir, vive Omar El-Béchir, puisqu'il était déjà lui-même au centre même de ces mouvements islamistes, un parfait allié. Alors, est-ce qu'à force de tirer trop sur la corde, la rue ne risque pas de tout perdre? Je disais d'entrée de jeu qu'il fallait se rendre à l'évidence. Il fallait se rendre à l'évidence. Si on veut préserver un acquis, pour éviter ce qui s'est passé récemment, notamment les pertes en vies humaines et tout ça, il faut se rendre à l'évidence, comprendre qu'ils ont fait un premier pas. Peut-être que s'ils veulent compléter d'autres pas, c'est peut-être pas pendant ces manifestations. C'est peut-être qu'à l'avenir, ils auraient d'autres occasions pour lesquelles ils pourraient ajouter à ce premier pas d'autres pas. Mais si on se met dans la situation d'enlisement actuelle, je crois que le mieux pour les populations soudanaises, ce serait peut-être d'accepter ce qui pourrait être conçu pour les uns comme étant une défaite, pour les autres, la réalité. Alors donc la rue doit accepter son destin. J'ai du mal à donner un visage à cette rue. L'association des professionnels soudanais doit accepter la situation du monde. Tout est complètement perdu puisque la pression quand même n'a pas faibli aussi de l'autre côté depuis 2 jours, en dépit de la voix dissonante qu'a donnée le parti Ouma, qui est un parti islamiste, comme je disais tantôt. Et la pression s'accentue avec aussi les appels de la communauté internationale qui visent également à maintenir la pression sur les dirigeants militaires. Docteur, voilà, très rapidement, là aussi, en quelques cette secondes. communauté internationale, ce n'est pas une communauté internationale qui parle d'une seule voix. Vous avez là à peu près la communauté internationale, vous avez par exemple ce que vous avez appelé ceux qui sont les acteurs du Moyen-Orient et tout ça qui n'ont rien à voir, disons qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une démocratisation absolue dans ces pays-là. Et de l'autre côté, vous avez les Occidentaux, effectivement, qui appellent maintenant, c'est un rapport de force. À la fin, on ne sait pas, il est en faveur de qui. On peut déjà au moins peut-être voir on aura le temps de revenir sur l'évolution de la situation au Soudan au cours des prochains numéros. D'ici l'Afrique, le temps d'aller voir ce qui s'est passé en Europe récemment. Les résultats des élections européennes recèlent de nombreuses surprises, à commencer par la participation bien plus forte que prévu, plus de 50% des électeurs en France, s'il vous plaît. Ces élections ont été massivement suivies, comparées aux précédentes élections. Les enseignements de l'analyse des résultats au niveau français et européen sont nombreux. Regardez ce reportage. La présidence de la Commission européenne, c'est le poste le plus important et le plus convoité de l'Union européenne. Le président de cette institution a pour rôle, à partir des orientations du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, de mettre en œuvre ses projets et de les faire voter au Parlement. Cette année, 2 camps s'affrontent. L'Allemagne d'un côté avec Angela Merkel qui soutient la candidature du Bavarois Manfred Weber, issu du Parti populaire européen, et l'autre, la France et Emmanuel Macron, qui réclament un président dont le rôle est de construire un rassemblement dynamique, crédible et qui correspond au projet.
Les prétendants des deux autres principaux groupes sont le socio-démocrate néerlandais et la libérale danoise. En cas d'impasse, la solution pourrait venir de Michel Barnier, à la fois français et conservateur. Le négociateur en chef du Brexit offrirait un compromis acceptable pour les deux camps. Parmi les postes influents, il y a la présidence du Parlement européen, la présidence de la Banque centrale européenne, la présidence du Conseil européen, le haut représentant pour les affaires étrangères, pour ne citer que cela. La chancelière allemande Angela Merkel, candidate non déclarée pour la présidence du Conseil européen, pourrait remplacer Donald Tusk. Mais c'est le Premier ministre néerlandais Mark Rutte qui semble être le mieux placé dans la course à la succession. Nous allons retrouver Eric Topona de la rédaction francophone de la Deutsche Welle dans quelques instants. Le temps d'une petite question ici sur le plateau. Qui voyez-vous à la place de Juncker dans les jours à venir, dans les mois à venir, à la tête donc de la Commission de l'Union européenne? Écoutez, je pense que d'abord, c'est déterminé d'abord en fonction des coalitions qui vont se mettre en place à partir des résultats nationaux. Vous savez que et puis après, il y a plusieurs logiques. Au-delà des partis politiques, il y a aussi les enjeux des États. C'est-à-dire, est-ce que la France aujourd'hui est bien placée pour pouvoir nouer des alliances pour imposer un président à la tête de la Commission européenne? C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Mais moi, personnellement, c'est peut-être un point de vue individuel et subjectif. Je serais plutôt favorable à Michel Barnier pour la raison parce qu'il a joué un rôle très déterminant ces derniers mois, ces dernières années autour de la question du Brexit. Il a fait émerger une personnalité, un style politique assez consensuel qui peut être des atouts pour la reconstruction de l'Europe qui est fragilisée entre les différents groupes de pays qui sont aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Les gens peuvent nous se demander, assis dans leur maison en ce moment, pourquoi parler des élections européennes? Vous allez comprendre le lien dans quelques instants seulement. Qui préférez-vous dans les jours à venir? Qui voyez-vous, pas qui préférez-vous? Qui voyez-vous à la tête de la Commission de l'Union européenne d'ici quelques jours? Alors, je vais peut-être prendre le contre-pied du docteur Moreau, parce que je suis par contre de ceux qui pensent que il s'appelle Manfred Weber, il s'appelle ça, le candidat soutenu par Angela Merkel. Oui. Et c'est lui qui, ma foi, est le mieux placé, pour la simple bonne raison que depuis à peu près 2-3 mandats, c'est le PPE qui gère la Commission de l'Union européenne. En même temps, il ne faut aussi pas perdre de vue que Angela Merkel, avec les politiques d'austérité qu'elle a amenées dans l'Union européenne, se trouve un tout petit peu affaiblie. Mais je crois que par rapport à son expérience, elle est mieux placée. Déjà, elle a un réseau de relations que Emmanuel Macron n'a certainement pas encore. Et politiquement parlant, quand bien même qu'elle doit partir d'ici quelques années, elle est quand même politiquement parlant stable, puisque celle qui arrive dans son parti, qui va prendre sa succession, c'est quand même celle qu'elle a pu choisir. Ça veut dire qu'elle gagne encore un poids politique au sein de son parti et au niveau de l'Europe. Donc ça va être quand même un challenge qui, ma foi, risquerait de tourner en faveur d'Angela Merkel. Parce que ça se joue entre Emmanuel Macron, comme on le dit souvent, que l'Europe va mieux lorsque le couple et l'Allemagne s'entendent. Oui, absolument. C'est un duel qui se profile. Et vous nous tendez de la perche pour retrouver notre ami Eric Topona depuis Bonn en Allemagne, siège de la radio très célèbre radio Deutsche Welle. Eric, en Allemagne, les élections européennes du 26 mai ont placé la CDU en tête et ont montré une forte poussée écologiste, mais la carte électorale par parti publiée par un journal local montre également que le pays reste toujours divisé entre Est et Ouest 30 ans après la chute du mur de Berlin. Expliquez-nous pourquoi. Bonsoir Ismaël et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Il faut d'emblée dire, Ismaël, que sur le plan national, les élections européennes du 26 mai dernier ont confirmé un net recul des conservateurs de la CDU-CSU, qui ont obtenu 28% des voix, et suivi par les sociodémocrates du SPD, le Parti socialiste, qui a obtenu 15,5% des voix. Il faut rappeler pour à nos auditeurs que la CDU
CDU, hein, c'est la formation politique de la chancelière Angela Merkel, qui n'avait pas obtenu la majorité absolue pour diriger seul le gouvernement lors des dernières élections législatives. Et donc, ils étaient obligés de se coaliser avec d'autres formations politiques. Donc, la CDU de la chancelière Merkel était obligée de signer un accord de gouvernement avec la CSU et le SPD, le Parti socialiste. L'une des leçons aussi à retenir des dernières élections européennes du 26 mai dernier, c'est la montée en puissance des Verts qui ont obtenu 22%. C'est beaucoup, connaissant l'histoire de cette formation politique qui n'avait pas pignon sur rue ici en Allemagne. Justement, que l'extrême droite a fait ses meilleurs scores. Est-ce à dire que c'est une région hostile aux migrants? Que doit-on entendre par là? Les dernières élections européennes du 26 mai ont donc confirmé la percée des écologistes. Ça prouve vraiment que, comme l'a dit l'Allemand d'origine togolaise Clément Klötze, les populations n'ont plus confiance aux partis traditionnels. Ils sont obligés soit de se rabattre sur les extrémistes, soit de se rabattre sur les écologistes parce qu'ils veulent entendre un autre discours. Ils sont habitués au discours traditionnel, donc maintenant les extrémistes leur vendent la stabilité de l'Allemagne qui serait menacée par l'envahissement des étrangers. Les écologistes disent, écoutez, nous, l'écologie c'est la vie. Hein, au-delà de toutes nos considérations politiciennes, religieuses et autres, il faudrait qu'on puisse protéger la nature, l'environnement, pour qu'on puisse avoir un mieux-être. Alors, qu'on soit de l'extrême droite, de la gauche ou de n'importe quelle obédience politique, l'environnement constitue le socle de notre vie. Et ils ont réussi donc, les Verts, à convaincre une bonne frange de l'opinion allemande à adhérer à leur cause. C'est ce qui a fait que le score des partis traditionnels, notamment le parti de la chancelière Angela Merkel, qui est très ancré en Allemagne, a connu un net recul lors des dernières élections européennes. Oui, et ça sonne comme un renouvellement du paysage politique dans toute l'Europe. On va voir un peu la réalité de la France dans quelques instants. Merci Eric Topona en direct de Bonn. En France, justement, chez notre vieux partenaire, le Rassemblement national est arrivé en tête du scrutin, 23,31% contre 22,43% pour la République en marche d'Emmanuel Macron. Docteur Moreau, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le parti au pouvoir? Ou alors, qu'est-ce qui a fait cette fois-ci le fonds de commerce du Rassemblement national? Je crois tout à l'heure que notre interlocuteur depuis l'Allemagne a donné quand même quelques éléments concernant notamment le vieillissement du discours politique dû notamment à ces dernières années, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de l'Europe aujourd'hui. Cette crise de l'Europe qui a plusieurs visages. D'abord, c'est la question de l'immigration. Il faut le dire, au-delà du politiquement correct, à un moment donné, les Européens, y compris les Français, ont le sentiment d'être envahis, ont le sentiment de perdre de l'emploi, ont le sentiment de partager leur prospérité sur leur sol, les politiques sociales, les aides familiales et sociales, avec de plus en plus d'étrangers. Tout cela amène, d'une manière ou d'une autre, les Français à se dire, autant choisir une autre politique. L'élection présidentielle qui a permis l'arrivée du pouvoir de M. Macron a promis un certain nombre de choses, mais le cap que le gouvernement a pris, c'était un cap réformiste traditionnel. Donc, avec la diminution de sa popularité ces dernières années, les élections européennes ont été l'opportunité pour les Français de sanctionner plus ou moins cette ligne politique-là, qui essaie des réformes traditionnelles. On observe d'un côté justement la montée de cette extrême droite du fait qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'offre politique qui est convaincante par rapport au cap des réformes du président, du gouvernement. Et d'autre part, les écologistes, comme il a souligné d'ailleurs, qui promettent une autre forme d'économie, de vivre ensemble. Mais je crois que ce qui est plus important de comprendre, excusez-moi un peu d'enjamber d'aller assez rapidement, oui. c'est que c'est vrai que l'on parle d'une certaine poussée de l'Europe, d'une certaine poussée des extrêmes droites et même des écologistes. Des écologistes, mais dans l'ensemble, ces mouvements-là ne sont pas devenus majoritaires. Il faut bien préciser les choses. Il y a eu des poussées
en France... Ils ont bousculé les équilibres tout bien simplement, sûr, oui. en France, en Italie, dans des pays un peu plus ou moins prévisibles, il faut le dire quand même. Mais cela n'a pas changé, cela ne remet pas totalement en cause de la structure politique. Mais cela a quand même des messages importants sur la crise de l'Europe. Cette question de l'immigration, cette question de se dire à quoi sert de financer une méga structure souveraine et bureaucratique comme l'Union européenne, alors qu'en interne, il y a des problèmes économiques et sociaux quotidiens. On aura le temps de revenir sur ces messages, mais très rapidement, parce que nous allons marquer une pause et retrouver ce débat qui semble très intéressant pour les Français, les Européens, et peut-être aussi pour nous, parce qu'on touche là à la question migratoire. Très rapidement, votre réaction. Alors, moi, je pense pour ma part qu'au-delà de tout ce qui s'est dit à juste titre par le docteur Moreau, il faut regarder qui sont les électeurs, quelles sont les personnes, les catégories sociales qui ont été les électeurs des écologistes et de populistes. Des partis radicaux. C'est la jeunesse pour l'essentiel qui s'est prononcée pour ces partis. La jeunesse qui est dans le chômage, la jeunesse qui désespère. Et cette jeunesse pour l'écologie, il faut reconnaître quand même à cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, l'action qu'elle a menée jusqu'ici qui a permis de booster l'écologie en Europe. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir d'ici à 10 ans, quel serait le paysage de la société politique européenne, si tant est que les jeunes, les écologistes et les populistes venaient à réussir les mandats qui leur ont été donnés. Il y a le risque que ces idées pour lesquelles on se bat aujourd'hui soient des idées de demain. C'est que le clivage politique traditionnel que nous avions, c'est-à-dire que celui gauche-droite de la bipolarisation de la vie politique. Bien sûr. À ce stade du débat, nous marquons une pause et nous allons nous retrouver derrière avec tout ce questionnement que vous soulevez. Deuxième partie de cette émission ici, l'Afrique, nous parlons toujours de cette fin des élections européennes. Quel enseignement tirer donc de ce scrutin qui pourrait avoir un impact assez important sur les rapports à venir entre l'Union européenne et le continent africain, toujours avec mes invités Brice Eyinga et Dr Arcel Moreau. Dans les autres pays d'Europe, les conservateurs et identitaires de gouvernement progressent partout, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Estonie. Ça doit être inquiétant pour les candidats à l'immigration. Inquiétant dans un sens, oui, il faut le dire, parce que tout le discours de ces mouvements populistes et conservateurs est basé justement sur les peurs que les Européens ressentent aujourd'hui autour de la question migratoire, notamment sur deux axes. Le premier axe est celui de l'envahissement des emplois nationaux par les étrangers qui viennent. Le deuxième axe est celui de la sécurité, notamment avec les attentats terroristes qui sont notamment portés par des sujets qui viennent de l'étranger ou par des nationaux mais d'origine étrangère. Donc toujours il y a la question migratoire. Donc ces mouvements-là surfent sur ces peurs-là, la peur du chômage, la peur de l'insécurité. Et ils ont promis dans leur discours de campagne pour les Européennes des frontières plus sécurisées, une immigration plus contrôlée, voire même des refoulements, un changement complet de cap aujourd'hui entre la question immigratoire qui est plus ou moins tendre aujourd'hui par rapport au gouvernement libéraux et socialiste et la question et la perception que ces mouvements conservateurs et populistes ont de ces préoccupations-là. En revanche, donc, l'enjeu pour les pays africains, pas l'enjeu, je crois que l'intérêt pour les pays africains autour de ces élections, c'est de se dire, ben écoutez, que va devenir la coopération avec l'Union européenne au terme de ces élections. Donc, ce qui voudrait dire qu'on s'achemine d'une manière ou d'une autre vers de nouveaux accords. Il faut le dire, c'est prévisible aujourd'hui, vers de nouveaux accords sur le plan économique, parce que la question économique est liée à la question migratoire dans le discours des Européens aujourd'hui, à savoir que les pays africains doivent prendre eux-mêmes les responsabilités, qu'on renforce davantage le co-développement, c'est-à-dire le financement à l'intérieur des pays africains des questions économiques pour stabiliser et retenir sur place les flux migratoires actuels. Quelles sont vos craintes et vos espoirs avec l'approche de ce débat sur la question migratoire? Alors, la principale... Si on tient compte des derniers résultats des élections européennes. Alors là, il faut déjà partir du principe que
il n'y a pas un groupe homogène au sein de ces groupes populistes, parce que c'est des populistes qui parlent de plus différentes, bien sûr. L'inquiétude, c'est quand même aussi le durcissement, un durcissement de la question migratoire, parce que la question migratoire, au-delà de ce que le docteur Moreau a évoqué, le chômage et tout ce qui va avec, c'est une question qui a une dimension vitale pour certains. Lorsque vous prenez les résultats, donc les données de l'immigration au moment où il y avait la guerre en Syrie, et quand vous les prenez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'immigration a baissé de façon drastique, parce que la guerre en Syrie est en train d'aller vers sa fin. Ça veut dire que c'est des principes, c'est une immigration qui est liée à la survie des individus. Est-ce que l'arrivée des populistes au pouvoir serait une façon de remettre en question les principes que l'on a acquis de façon, dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre des organisations internationales auxquelles nous on appartient? Est-ce qu'ils vont aller dans ce sens-là? Dans ce cas, ce serait une inquiétude qui ne serait pas que pour l'Afrique. Ce serait une inquiétude qui serait partagée par tout le monde. C'est d'autant plus que les conflits, il y en aura partout. Oui, nous sommes dans Maintenant, pour l'Afrique, je crois que pour l'Afrique, ce serait peut-être aussi enfin une aubaine. L'hypocrisie politique qui a consisté à toujours dire aux Africains « venez » alors que parfois les conditions dans lesquelles ils vivent en Occident sont misérables. Ce serait peut-être une occasion enfin de parler franc, dire aux Africains, nous mettons peut-être désormais les moyens à vos dispositions pour qu'il y ait un développement réel en Afrique afin que vous puissiez contenir vos populations. Et ça, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique, d'autant plus que certains populistes ont commencé à ouvrir certaines questions qui étaient des tabous jusqu'à présent, notamment la question monétaire avec Luigi Di Maio en Italie. Je crois que c'est des questions aussi importantes qu'ils ont déjà le courage de porter. Oui, Dr Moreau disait tout à l'heure que ces élections, alors l'issue de ces élections pourrait avoir un impact sur nos rapports avec nos partenaires traditionnels. On a souvent vu certains acteurs politiques africains introduire des dossiers dans le Parlement européen, mais vraiment sans réel succès. D'où vient-il de penser aujourd'hui que le destin de certains pays peut se jouer dans les jours à venir à Bruxelles? Est-ce que vous le pensez? Alors moi, j'aurais du mal à me mettre un tout petit peu à la place de ces gens-là. Et la plupart du temps, c'est en désespoir de cause que certains vont vers l'Union européenne, comme ils vont d'ailleurs vers certains pays pour aller solliciter l'aide de ces pays, ce qui est parfois aussi contradictoire avec la position africaine, nous qui dénonçons à tout moment l'ingérence étrangère dans nos affaires. C'est une posture que j'aurais du mal à expliquer, d'autant plus que ça ne cadre pas avec ma vision à moi de choses, parce que je suis souverainiste. En tant que souverainiste, j'ai du mal à accepter parfois que l'on fasse ce genre de démarche. Mais ce serait peut-être, si ceux qui arrivent au pouvoir arrivent à fermer la porte à ces gens-là, leur apprendre désormais à penser qu'ils sont grands, les Africains sont 50 ans, plus de 50 ans après, grands et capables de régler leurs problèmes, ce serait quelque chose de bien pour nous. Oui, docteur Moreau-Arcel, est-ce que de façon formelle, on peut le déclarer ici que l'avenir des pays africains peut se jouer à Bruxelles? Écoutez, aucun pays ne vit refermé sur lui-même. Mais en même temps, je pourrais répondre sans détour que l'avenir de l'Afrique ne se joue ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington. Il se joue à Libreville, à Douala, à Abidjan et partout. Pour la simple raison que solliciter l'intervention étrangère, ça a toujours un coût derrière. Et celui qui vient ne vient pas pour vous aider de vos beaux yeux. Que ce soit les Européens, que ce soit les Chinois qui nous apportent aujourd'hui beaucoup d'aide de coopération, tout se joue en Afrique. Nous avons quand même un volet de coopération très important avec l'Union européenne. Et l'arrivée de nouvelles majorités aujourd'hui, que ce soit au sein du Parlement que de la Commission européenne, aurait un impact sur l'interprétation et l'application de cette coopération avec l'Union européenne. Nous avons notamment les accords de Cotonou qui régissent à la fois le cadre économique mais aussi le cadre politique avec les pays de l'Union européenne. Et puis il y a aussi un volet bilatéral entre certains États et certains pays européens qui peut avoir aussi un impact au lendemain de ces élections de mai qui viennent de ces élections européennes-là. Pour ce qui est précisément de la Commission de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne passe pour être défenseur d'un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs démocratiques, qui sont des valeurs des droits humains. Et lorsque les pays africains, certains, pas les pays africains, il faut préciser surtout, ce sont surtout des mouvements de société civile et d'opposition qui se tournent le plus souvent vers les partis politiques ou la Commission européenne pour solliciter des arbitrages ou des interventions politiques en Afrique. Là, c'est un autre cas.
Et même dans ce cas-là, je le dis tantôt, c'est que cela reste sous influence des intérêts que l'Union européenne a vis-à-vis de l'Afrique. Les entreprises européennes pêchent dans les eaux africaines, les entreprises européennes sont dans les forêts africaines et ces entreprises ont pour interlocuteur principal les gouvernements qui sont établis. Vous voyez que l'Union européenne, véritablement, il faut se le dire aussi, n'a pas réussi à devenir 30 ans, 40 ans plus tard ce contrepoids aux États-Unis, encore moins à la Chine aujourd'hui qui est en train d'émerger. Donc ça reste un acteur qui est en pleine construction. Donc les pays africains ne doivent pas, les Africains ne doivent pas penser ou croire que c'est en Europe, c'est à Bruxelles que peut se jouer des tournants majeurs pour la consolidation démocratique interne. Oui, on parlait donc de la question migratoire qui fâche les deux partenaires, si je prends seulement le cas de la France et de certains pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, et parmi le gros des troupes qui se déplacent pour l'Europe. Est-ce que les identitaires d'ici, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ne sont pas un peu plus dans la logique du complot? Penser que si je n'ai pas de bon boulot, si je ne suis pas bien traité, c'est parce qu'il y a des Africains qui viennent en masse. C'est de part et d'autre. Oui. Puisqu'il y a certains Africains, dernièrement, je regardais une émission où un Africain disait « Si nous sommes venus ici, c'est parce que la France pille nos pays. Et nous venons rechercher ce que la France vole chez nous. » C'est de part et d'autre. Est-ce que c'est un argument qui tient lorsque vous l'entendez? Si on regarde un tout petit peu aussi les faits ces dernières années, et quand on regarde même au niveau économique, on regarde ne serait-ce que les balances commerciales, on se rend compte un tout petit peu du déséquilibre qu'il y a. Nous traînons un déséquilibre chronique vis-à-vis de ces pays européens en ce qui concerne la balance commerciale. Et le débat n'est pas ouvert ici, alors qu'aux États-Unis, la Chine et tout ce monde-là ouvrent le débat pour qu'il puisse y avoir un équilibre, ne serait-ce que dans les échanges qui se font. C'est un débat qui n'est pas forcément faux, c'est un débat qui est réel. Les Africains ne tirent rien, je dis économiquement parlant, parce que quand vous regardez les déséquilibres de la balance, ils sont tellement énormes que les Africains à la fin ne tirent rien, économiquement parlant, de leur relation avec l'Europe. Est-ce que c'est la meilleure façon de réclamer réparation de ce précédent historique lié à la colonisation? Aller envahir l'Europe. Je crois que ce qui s'est joué au cours de ces élections, avec la percée des mouvements populistes, avec la percée des écologistes, c'est quoi? C'est que ces mouvements politiques en Europe tiennent un discours qui séduit en réalité, au fond, les populations européennes qui en ont marre de cette immigration. Ces mouvements aussi, le discours de ces mouvements populistes, que ce soit Marine Le Pen en France, que ce soit Matteo en Italie, attirent et séduisent également aussi la jeunesse africaine. Parce qu'ils se sont dit, mais enfin, voilà des gens qui disent et dénoncent des systèmes de coopération qui sont établis depuis des décennies pour dire, nous aussi, nous en avons marre. Marine Le Pen dit il faut que la France s'occupe de la France. Il faut que le Gabon s'occupe du Gabon. Donc, ces discours populistes-là, je dis, c'est un thème d'analyse, d'observation. Ces discours populistes intéressent ou séduisent aussi bien la jeunesse en France que la jeunesse africaine qui estime qu'il faut remettre en cause le cadre historique de partenariat entre la France et l'Afrique. D'où cette montée, parce que lorsque l'offre économique et sociale n'est véritablement pas garantie, que ce soit dans le cadre de la coopération avec les pays européens, que ce soit dans le cadre des gouvernements nationaux, mais les gens vont aller vers des mouvements extrémistes. Oui, ce qui revient à dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui en Europe, à l'issue de ces élections, vient de ce que les partis traditionnels sont en crise et donc ils ont fait le lit des mouvements populistes. Évidemment, le discours traditionnel ne semble plus passer. Et ça, je crois qu'en tant qu'observateur politique, les sociétés auraient compris que les problèmes d'hier ne sont plus les problèmes d'aujourd'hui. Il y avait une nécessité d'innover en termes de discours politique. Par le passé, on parlait du capitalisme, de ceci. C'est vrai que c'est des réalités qui existent. Mais si on met sur l'échelle de valeur en termes d'importance, les débats qui se posent aujourd'hui, ce sont des débats qui sont bien différents de ces préoccupations qu'il y a longtemps les sociétés avaient. Donc il y avait une nécessité quand même de se moderniser. Or, vous avez des gens qui se définissent comme étant de conservateurs, qui se définissent comme étant cela, alors que la réalité... Voilà, ce sont parfois des mêmes concepts que les pays africains développent en interne. Pourquoi ça fait plus mal lorsque c'est dit en Europe? Même si on n'a pas dit... la plupart de nos sociétés, il n'y a pas d'idéologie dans les partis politiques, mais quand vous voyez les gens discuter, nous avons nos problèmes. C'est-à-dire que si on voulait concevoir, ne serait-ce qu'un système politique africain, on aurait
aurait d'autres termes que nous aurons pu utiliser en fonction de nos réalités. Ce n'est pas forcément ça. Nous avons par exemple la question de l'impérialisme et tout ça. Peut-être que les sociétés politiques pouvaient se structurer sur ces questions qui sont existentielles pour nous. Mais nous avons ceci de particulier, ce que nous avons tendance à vouloir copier ce qui vient d'ailleurs et vouloir plaquer chez nous alors que ça ne. Dernière question de ce débat. À cette allure, par exemple, en France, est-ce que vous voyez Marine Le Pen en train de marcher vers l'Élysée d'ici quelques années? Je crois que c'est l'une des interprétations ou des enseignements majeurs de ce scrutin pour les européennes, avec la percée du Rassemblement national, qui est l'ensemble des mouvements portés essentiellement par le Front national, qui arrive en tête avec 23%. Or, ce qu'il y a de particulier dans cet électorat nationaliste-là, c'est que c'est un électorat qui est stable et qui est sincère, qui n'a jamais bougé, qui ne fait que progresser depuis 10 ans. Ce qui veut dire que vous avez, pour les prochaines élections présidentielles, théoriquement environ 20% des Français qui sont plus ou moins calés de soutenir le parti de Marine Le Pen aux prochaines présidentielles. Lorsqu'on regarde le cap actuel de la politique du président Macron, avec tout ce que cela engendre comme contestation sociale incarnée depuis quelques 6 ou 8 mois par le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, il y a des forts risques de se dire ce mouvement qu'est porté Marine Le Pen aujourd'hui peut lui permettre d'entrer par les portes de l'Élysée s'il n'y a pas de changement de cap. Le dernier aspect, c'est peut-être qu'il peut y avoir une forme d'alliance sacrée des Républicains, mais les Républicains aujourd'hui aussi sont tous dépassés et déboussolés entre le Parti socialiste qui est tombé à moins de 6% au cours d'une élection européenne, le Parti des Républicains qui est lui-même divisé et affaibli aujourd'hui. Le mouvement le plus stable et le plus fort aujourd'hui sur le terrain, sociologiquement parlant, c'est le mouvement incarné par Marine Le Pen à côté de la République en marche. Voilà, on sait que la droite a été dynamitée depuis longtemps, le Parti socialiste aussi, très rapidement. Et pour ajouter à ce que disait le docteur, je pense que Marine Le Pen, ce dernier temps, a fait un travail important de normalisation de son parti. Et lors de l'élection présidentielle, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a osé aller faire une alliance avec Marine Le Pen alors que personne n'osait le faire par le passé. Donc ce qui veut dire qu'avec le fait qu'Emmanuel Macron assume le fait de dynamiter les partis traditionnels, il y a une certaine forme d'animosité, si on peut me le permettre, qui pourrait naître de ces partis politiques au moment où il faudrait peut-être aller au deuxième tour, d'aller se rallier avec d'autres personnes pour essayer de s'assurer une certaine survie au moment où quelqu'un d'autre pourrait arriver au pouvoir pour essayer de se reconstruire. Parce que le fait d'assumer que moi je suis venu pour dynamiter la société politique aujourd'hui en mettant l'écart, les gars qui sont là, qui veulent encore revenir dans le jeu politique ne se laisseront pas faire. Dernier sujet de cette émission, c'est le Venezuela et cette crise aussi qui s'enlise, tout autant que celle du Soudan, peut-être. Le coup d'État du 30 avril contre le gouvernement légitime du Venezuela a échoué. L'appel de Juan Guaido à une mobilisation générale n'a pas été entendu. L'armée a refusé de faire défection et sur le plan économique, Caracas a réussi à s'en sortir. Tous ces facteurs ont suffi pour pousser Guaido et son soutien américain à s'asseoir à la table des discussions. Suivez ce reportage. Vote à main levée, l'Assemblée constituante a approuvé l'unanimité la poursuite de la procédure pénale lancée contre Juan Guaido. Député de centre droit et président du Parlement par la Cour suprême, a annoncé le président de la constituante, Diosdado Cabello, une décision aussitôt contestée par Guaido qui a appelé à la manifestation. Le seul prix politique que nous devons assumer, c'est la stratégie et l'organisation des manifestations. Si nous ne payons pas ce prix, nous aurons perdu. Donc, pour être plus fort que jamais, tout le monde doit s'organiser sur ces points de rendez-vous et continuer à revendiquer nos droits dans la rue le 6 avril. L'Assemblée constituante remplace dans les faits le Parlement, seul organisme contrôlé par l'opposition et que préside Juan Guaido. On ne va pas esquiver nos responsabilités. Ils pensaient peut-être que j'allais partir ou que ce serait plus facile pour eux. Mais ça ne le sera pas. S'ils veulent avancer sur le décret, allez-y. Mais vous en assumerez les conséquences. La levée de l'unanimité parlementaire de Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim le 23 janvier à la surprise générale, avait été adressée par la Cour suprême à la constituante lundi. Il lui a reproché de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. Guaido avait bravé cette décision prise le 29 janvier par la Cour suprême en quittant clandestinement le pays pour effectuer une tournée en Colombie, au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Équateur, de fin février au début mars.
c'est peut-être vrai que d'ici, nous n'avons pas le retour complet de la situation actuelle au Venezuela, mais il y a comme un calme précaire qui règne depuis plusieurs semaines déjà. Est-ce qu'on peut penser que le soutien ou les soutiens de Juan Guaidó l'ont lâché ou c'est un repli tactique? A priori, on peut dire que, je ne peux pas parler d'un lâchage de la part des soutiens de Juan Guaidó, mais je crois que le rapport de force s'est par contre beaucoup plus renforcé du côté du président Maduro, notamment avec l'échec en fin mars, début mars dernier, de la résolution qui pouvait autoriser une intervention militaire pour le faire partie du pouvoir, qui a été bloqué par deux vétos, le veto russe et le veto chinois. Ce qui veut dire qu'au jour aujourd'hui où on en parle, M. Maduro ne serait peut-être plus au pouvoir s'il n'y a pas eu ce veto. Ce qui voudrait dire qu'il faut souligner que quelques semaines après ce veto-là, la Russie a envoyé un contingent militaire de 100 hommes avec des dispositifs logistiques pour appuyer la sécurité du président Maduro sur place. Donc, ce qui voudrait dire quelque part que je crois que ce qui est plus en œuvre aujourd'hui, c'est cette inversion du rapport de force où Guaidó est monté en puissance avec l'appui des États-Unis, du groupe des 13, qui l'ont soutenu, qui ont médiatisé l'affaire et ont même financé des actions sur le terrain pour déstabiliser le président Maduro. Donc je ne pense pas qu'il s'agit d'un lâchage, mais davantage d'un renversement des rapports de force qui est pour l'instant équilibré en faveur du gouvernement vénézuélien. Alors si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, il faut voir au-delà des deux principaux acteurs, Juan Guaidó et Nicolás Maduro, peut-être un affrontement en arrière-plan des États-Unis et de la Russie. Bien sûr, moi je crois que c'est clairement ce qui est assumé, ce n'est pas quelque chose qui est désormais caché, c'est clairement assumé. Et moi pour ma part, je pense que là nous sommes en train de vivre l'échec de la diplomatie de Twitter de Donald Trump en fait. Et cette diplomatie qui ce dernier temps s'est révélée une diplomatie d'échec qu'une diplomatie de succès. Quand vous regardez depuis qu'il est arrivé, c'est que, au fait, c'est même la puissance américaine qui est en train d'être mise en question. Quand il arrive, la première chose qu'il fait extraordinaire, c'est de s'en prendre à l'OTAN. Est-ce que vous seriez en train de réduire, par exemple, les États-Unis à cet épouvantail qui ne ferait plus peur aux moineaux? Mais bien sûr, voyez-vous, j'ai l'impression que l'Amérique ne sait pas où lui vient sa grandeur. Voyez-vous, jusqu'à ce que nous étions pendant les deux guerres, l'Amérique n'était qu'une puissance, pas une grande puissance. C'est juste à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et tout ça que l'Amérique devient une superpuissance et l'Angleterre qui régnait. Pourquoi? Parce que l'Amérique a pu s'affirmer au-delà de ses frontières, a gagné de batailles au-delà de ses frontières. Et l'Amérique s'est affirmée comme telle. Mais qu'est-ce qu'on constate avec l'arrivée de Donald Trump? La remise en question de ses alliés, les attaques envers ses alliés, ce qui fait qu'au moment même qu'il allait, son intention au Venezuela, c'était d'aller frapper Maduro. Mais comme il n'a pas eu d'alliés, voilà pourquoi il a été obligé de reculer. Et pour montrer l'impuissance des États-Unis, il faut prendre la situation en Syrie, où ils ont été absents, la situation même en Corée du Nord, où extraordinairement, vous voyez un chef d'État, la diplomatie habituellement, parce qu'avant d'aller à une conférence comme celle qu'on a vue, il y a quand même des diplomates qui travaillent. Quand on arrive, c'est juste pour des formalités, des signatures. Et un type qui débarque un bon matin, qui arrive pour vouloir tout négocier sur place et qui à la fin ne réussit à négocier rien, qui s'est fait flouer en tant qu'États-Unis. Donc c'est l'échec qui était, à mon avis, prévisible parce que Donald Trump a peut-être des succès au plan économique à l'intérieur, ce qui est encore possible parce que là l'économie est en bonne santé, mais l'économie étant cyclique, peut-être qu'avec le renversement du cycle, ce ne seraient pas des succès qui seraient durables. Au-delà des escalades verbales, il faut peut-être célébrer aussi la diplomatie entre Caracas et Washington. Peut-on le penser? Écoutez, je crois que ce qui se joue aujourd'hui, en réalité, comme vous le dites, ça se joue sur le plan international aujourd'hui. L'issue de la crise vénézuélienne se joue à l'extérieur au niveau de cette diplomatie, comme il vient de le dire, et comme vous le soulignez tantôt. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez les États-Unis qui ont essayé de mettre la pression pour en finir avec et la Russie qui s'est montré beaucoup plus agressif jusqu'à envoyer un détachement militaire. Ce qui est très fort dans ce jeu diplomatique-là. Les États-Unis sont restés au stade de pression, au stade de menaces, au stade de projet, et tandis que la Russie, en quelque temps, est passée directement à la face sur le terrain. À dire, nous envoyons des hommes sur place, nous avons de la logistique militaire pour démontrer à tous les alliés sud-américains des États-Unis que c'est un régime que nous allons maintenir en place. C'est ce blocus qui existe, qui est en place depuis environ 3 ou 4 semaines aujourd'hui.
Alors, est-ce que ce blocus va durer? Et pendant combien de temps ce rapport de force va-t-il durer? C'est l'enjeu aujourd'hui. Et depuis quelques jours, je crois qu'il y a un dialogue qui est amorcé entre les deux parties, entre l'opposition. Ce dialogue aura lieu à Oslo, je pense. Il n'a pas commencé, je crois, aujourd'hui ou demain. Ce dialogue à Oslo, et on retrouve toujours les deux antagonismes. Ce dialogue va-t-il aboutir? On ne sait pas. D'un côté, ce dialogue entre la délégation de Maduro, qui parle d'une médiation pour la sortie de crise, et le côté de Guyano qui parle d'un dialogue pour amorcer la transition. Donc vous avez entre la médiation et la transition. Les États-Unis soutiennent clairement, et la France et certains pays européens ont, vous avez parlé des alliés des États-Unis, peut-être qu'ils sont en train de s'amender aujourd'hui, ils sont en train d'appuyer la démarche du lancement d'une transition, tandis que le gouvernement du gouvernement vénézuélien, la Russie notamment, soutient l'idée d'une transition, c'est-à-dire proposer des réformes politiques qui vont permettre d'asseoir une forme de cohabitation gouvernementale entre les deux parties et ramener le pays dans la stabilité et reconstruire économiquement le pays. Voilà la vision qui est proposée par le gouvernement. Oui, une question très importante, parce que je m'en voudrais de partir sur ce plateau sans poser cette question, parce qu'à l'observation, on voit de plus en plus que lorsque la Russie soutient un État, cet État, face aux États-Unis, face à d'autres puissances internationales, cet État finit toujours par s'en sortir. Est-ce que ça veut dire que la Russie est devenue peut-être la nouvelle reine du monde? Bien sûr, ça se juge à l'aune de fait. Et à l'aune de fait, ce que nous voyons, vous l'avez si bien dit, c'est la Russie qui, ce dernier temps, est le maître en termes de politique internationale. C'est elle qui dicte sa loi. Et les États-Unis, ce qu'ils savent faire ce dernier temps, c'est de menacer, mais n'agissent pas du tout. C'est pourquoi je disais d'entrée de jeu que les États-Unis, qui, par le biais de Donald Trump, dit « Make America Great Again », s'ils ne comprennent pas que la grandeur de l'Amérique, ce n'est pas que l'intérieur. L'Amérique est grande, c'est parce qu'elle a réussi à convaincre les autres à l'extérieur de sa puissance. Les États-Unis régresseront à un niveau que la Russie prendrait le dessus du monde. Moscou, nouveau maître du monde, on aura le temps d'en reparler parce que c'est un vaste sujet, on va peut-être y revenir. C'est la fin de cette émission. Merci à Dr Arsène Moreau, merci à Brice Eyinga d'avoir accepté notre invitation. À très vite sur Gabon 24.